Bonsoir, Koué. Je suis Alexandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la série Amérique autochtone, conversation littéraire animée par Isabelle Picard. Nous lançons aujourd'hui, ce soir, cette série avec Jocelyn Sioui, auteur, dramaturge Wendat. Ce programme est organisé par le Centre de la francophonie des Amériques. Je tiens à remercier chaleureusement nos collaborateurs qui s'y associent. Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Salon du livre des Premières Nations, Kwayatonk, American Association of Teachers of French, Fédération des Alliances françaises aux États-Unis ainsi que Alliance française de Chicago. Quelques consignes pratico-pratiques. La conversation sera d'une durée de 40 minutes. Elle sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Vous pouvez réagir dans la boîte de dialogue, chat, tout au long de la présentation. Je vous invite d'ailleurs à y poser vos questions à notre invité que je pourrai lui transférer ensuite. J'invite également à tous à sélectionner l'option écrire à tous les panélistes pour que tout le monde puisse voir vos commentaires et vos questions. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Sylvain Lavoie, président, directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Merci beaucoup, Alexandra Koué. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être avec vous pour la première rencontre de la série Amérique autochtone. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Nous sommes près de 300 inscrits aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Quelle belle réussite. Vous vous souvenez peut-être de Noir Amérique, où étaient invités des autrices et auteurs noirs. Bien, aujourd'hui, nous donnons la parole à des personnalités de grand talent qui représentent des nations autochtones présentes sur notre continent. C'est une nouvelle initiative, nous offre d'entendre des autrices et des auteurs qui sont engagés, des conversations franches, mais surtout des humains passionnés, animés par le désir de partager leur vision du passé, du présent et de l'avenir. Ces rencontres mettent de l'avant des valeurs qui nous sont chères, le vivre ensemble, le dialogue. C'est un appel ici à la solidarité, à l'entraide entre les Autochtones et les Allochtones. Je crois qu'Amérique autochtone contribuera, et j'espère, elle va contribuer à bâtir des ponts entre les cultures et entre les individus. En tout cas, j'en formule le souhait. J'aspire, et nous aspirons tous et toutes, à une francophonie qui est plus forte, qui est plus riche, qui est plus inclusive, riche de son patrimoine, de ses cultures et de sa diversité. Nous sommes 33 millions de francophones et francophiles sur notre continent. Ensemble, mais on peut faire une différence. Puis ensemble, soyons la différence. Je remercie Mme Isabelle Picard d'avoir accepté d'être à nos côtés malgré un horaire très chargé. Donc, merci beaucoup de nous avoir choisis, d'avoir fait partie prenante de ce projet ici. On est vraiment très heureux. C'est un projet qui est d'envergure et c'est un projet qui est nécessaire. Donc, ce dialogue-là, je crois qu'il est très important. Merci d'être avec nous dans cette belle aventure. Et bien, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une belle rencontre. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. En effet, on est très, très heureux de pouvoir travailler, collaborer avec Madame Picard. Donc, quelques mots à propos de son parcours. Originaire de Wendat, Isabelle Picard est une ethnologue chargée de cours, chroniqueuse, conférencière, consultante, formatrice et évidemment autrice. Isabelle Picard a rédigé la première politique culturelle de Wendake, puis elle a œuvré à mettre en place le projet de revitalisation de la langue Wendat. Elle a travaillé comme chargée de cours pour différentes universités, entre autres l'Université Saint-Paul ou l'Université du Québec à Montréal.
Chroniqueuse au journal La Presse, elle collabore régulièrement auprès de différentes émissions radiophoniques et télévisuelles, Québec tout un matin. Elle travaille en tant que chroniqueuse ou analyste. En mai 2020, elle devient la première conseillère aux affaires autochtones de Radio-Canada avant de retourner à la consultation en 2022. Madame Picard, c'est également une grande amoureuse des lettres. Elle contribue à différents projets littéraires, dont l'exposition Le Legs de Kwajantog en 2020 et le recueil Wapke aux éditions Stonky en 2021. En 2021, Isabelle Picard publie son premier roman jeunesse intitulé Niche, le Nord et le Sud aux éditions Malin. Et cette année, au début de l'été, nous avons la joie de lire son deuxième volume, la suite de l'aventure intitulée Niche, les aurores boréales. Isabelle Picard, à travers son parcours professionnel, elle travaille à mieux faire connaître la réalité de Premières Nations. Voilà, la table est mise. Madame Picard, Monsieur Jocelyn Sioui, je vous donne la parole. Je vous souhaite une bonne rencontre. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Quoi, Jocelyn Sioui, bonsoir. Quoi, Isabelle? Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. J'espère que pour toi aussi. Oui. Je suis vraiment très contente qu'on puisse avoir cette discussion-là, juste entre nous deux. En fait, il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui écoute. Je vois les gens de partout. Je trouve ça extraordinaire. Du Maroc, fou, hein? du Missouri, du New Jersey, c'est extraordinaire. C'est fou. Je suis vraiment... Oui, c'est fou. Quand je pense qu'il y a où j'étais, il y a quelques années, où je faisais des histoires de pirates pour les enfants du Québec, puis des fois de la France, mais là, je vais parler à tous ces gens. En fait, leur parler. Ils vont m'entendre surtout, là, mais oui, en tout cas, oui, puis j'ai même vu quelqu'un qui était de Sainte-Thérèse tantôt. Ça, c'est pas très loin de chez nous, ça va à 20 minutes. Quand même, ça continue à Haïti. Alors, merci à tout le monde de prendre part à cette première conversation littéraire, donc la première d'une série de 3. Donc, j'ai l'honneur de faire avec Jocelyn Sioui. Jocelyn, qui est membre de ma communauté, donc de Wendake. Bon, le monde est grand, on l'a un peu effleuré, juste pour situer les gens qui sont peut-être moins au courant de la réalité géographique des Premières Nations au Québec. Donc, au Québec, il existe 11 nations autochtones, donc 10 Premières Nations en plus des Inuits. Les Wendat sont une de ces Premières Nations-là et la seule communauté Wendat, elle est située tout près de la ville de Québec, à peu près une quinzaine de minutes en voiture du centre-ville de la ville de Québec. Donc, c'est une communauté urbaine. On compte environ 2500 personnes dans ma communauté, 2500 personnes qui sont aussi hors communauté. C'est le cas de Jocelyn, donc qui n'a pas grandi dans la communauté, mais qui a encore là, un attachement, et vous allez le voir à travers ses œuvres, un attachement très précieux avec la communauté Wendat. Alors, Jocelyn, est-ce que tu es prêt? Ben oui, certain. Bon, super, on commence. Mais d'abord, j'aimerais ça justement que tu nous places un peu ton histoire et puis à travers tout ça, que tu nous dises comment tu en es arrivé à écrire? Parce que c'est relativement récent dans ta vie, un peu comme moi. Bien, en fait, oui et non. J'écris depuis tout le temps. Je viens du parcours, j'ai un parcours théâtral. Donc, rapidement, je me suis intéressé au théâtre, puis je suis rentré par la porte de la création. En fait, dans ma vie, j'ai joué davantage mes créations que jouer des spectacles, par exemple, de grands auteurs. Bon, je ne dis pas que je ne suis pas un grand auteur, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai joué beaucoup pour j'ai joué pour moi-même puis pour ma propre compagnie que j'ai fondée il y a une vingtaine d'années. Et puis, donc, j'ai rencontré la marionnette sur mon parcours, j'ai intégré ça dans ma création. Par la suite, donc, tranquillement, j'ai commencé à écrire des spectacles avec ma compagnie qui s'appelle Belzébrut. Et là, on a fait un spectacle de pirates, on a fait une histoire de samouraï aussi qui s'appelle Manga. Puis on a même écrit une histoire avec... on a raconté l'histoire de Monsieur Patate. Donc, j'étais quand même à des lieux de ce que je fais présentement. Pas si loin, je racontais des histoires, mais je ne partais pas nécessairement de moi ou de mes expériences personnelles ou
ou de façon éditoriale. J'étais vraiment dans la fantaisie. Même si ça allait en profondeur, j'étais dans quelque chose qui était assez loin de moi. Et puis, à un moment donné, dans le tournant de ma quarantaine, il est arrivé différentes choses. Je fais un métier qui est difficile. La scène, c'est très difficile, c'est pas payant. Et je cherchais à me réorienter et j'ai participé en fait, j'ai fait un stage pour devenir animateur de cours d'histoire dans les écoles. Puis les autres bien, étaient contents d'avoir un autochtone. Sauf Est-ce que tu as une formation d'historien? Excuse-moi. Pas du tout. Moi, je ne suis OK. pas historien du tout. Je suis un gars qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai toujours été, je dirais, bon. À l'école, j'étais très bon. Les dates me rentrent dans la tête, ça ne sort pas. Un peu comme le texte. J'ai une mémoire pour certaines choses utiles ou inutiles. Je me souviens souvent pas de mes propres souvenirs, mais je me souviens d'un paquet de trucs comme des dates historiques et des personnages. Donc, je me suis toujours intéressé à ça, mais ce n'était pas encore lié à moi, même si c'était une affaire de curiosité. Et donc, par curiosité, je vais là. Puis comme je faisais déjà un peu d'animation, puis je travaillais beaucoup avec les enfants, parce que j'ai une formation en enseignement du théâtre aussi, ce qui fait que j'enseignais, je donnais des ateliers, je jouais. Puis là, ben, j'avais besoin d'un petit peu plus. Puis là, j'ai dit, OK, je vais essayer ça. Et pour me rendre compte que le programme, ben, il ne parlait pas des Autochtones, tout simplement. Il parlait de l'histoire. Quand on parlait de Jacques Cartier, on ne parlait pas de Donnacona, ou très peu. Puis avec une petite recherche rapide sur Internet, et la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, on a ça au bout des doigts. On peut vérifier parce que beaucoup de choses est là. Et là, je réalise que dans le fond, c'était facile d'aller chercher l'information sur Donnacona et ses deux fils, sur la vraie histoire, sur le fait, là, j'apprends que Donnacona, en fait, a été kidnappé avec ses deux fils, puis qui est parti vivre à Paris, puis qui n'est jamais revenu. J'apprends des choses, puis je reviens avec cette idée, puis la dame me répond tout simplement, on ne peut pas tout enseigner. Et là, je lui réponds dans un courriel qui ne finit plus. J'imagine, oui. Parce que là, j'ai quelque chose en moi qui venait de vibrer fort. J'ai dit, ben oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout enseigner, mais on peut choisir ce qu'on enseigne. Puis si on choisit systématiquement d'exclure l'histoire autochtone, on a un problème. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de racisme systémique encore vraiment au Québec. Et puis, donc, et par la suite, j'ai lu La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Et donc, j'ai cette réflexion-là en tête déjà qui m'habite. Je commence déjà des petites recherches, mais rien en profondeur. Et là, je lis ça comme s'il fallait que j'aille par là. En fait, Anaïs Barbeau-Lavalette, dans son livre, parle de Jules Sioui. Et là, je fais « Hey, c'est mon grand-oncle. » Je suis tout impressionné. Là, je tourne la deuxième page, mais il y a juste 2 pages. Donc là, je me dis « Mais là, je fais une recherche rapide encore une fois sur Internet. Je trouve presque rien. » Et là, je pense à mes parents, à mon père qui avait eu l'héritage de mon oncle Jules, en fait, qui était rien, qui était une boîte de contenu où il y avait des papiers dedans, des comptes rendus de procès, des photos, des articles de journaux. Fait que j'ai demandé cette caisse-là, je suis plongé dedans, puis j'en suis pas ressorti, je dirais. Et par la suite, c'est vrai, hein? Tu y es oui. encore. Et oui, tout à fait. D'une façon différente, puis on y viendra, mais tu y es encore, effectivement. Oui, on ne peut pas. Une fois que j'ai mis la main, j'ai rentré dans l'engrenage pour me rendre compte que je m'apprenais à moi-même l'histoire que je n'avais pas appris à l'école. Des choses qu'on nommait sans expliquer. La loi sur les Indiens, qui ont enlevé tous ces droits aux Autochtones, une loi ségrégationniste qui n'a jamais été nommée comme telle. Donc, on disait que ça donnait des privilèges en enlevant les territoires, en enlevant les enfants, les amener dans des pensionnats, beaucoup de privilèges derrière ça. Donc, je réalisais tout ça, puis là, je voyais, ben, j'ai un sujet très intéressant et mon but était d'écrire une pièce documentaire au départ. Ah oui, OK, d'accord, je ne savais pas. Oui, donc faire du théâtre documentaire parce que mon milieu, c'est le théâtre. Puis voilà, fait que là, j'en ai parlé à Daniel Sioui, avec qui je travaillais sur un autre projet. Daniel Sioui, qui est l'éditeur Anénorac. J'en parle. C'est la seule maison d'édition autochtone au Québec, en fait. Exactement. Et je lui en parle parce que je travaille sur un autre projet, mais c'est vraiment pas dans l'intention. Je n'avais pas cette idée. Et lui me propose d'écrire un livre. Là, j'ai dit, ça ne marche pas de même, l'édition. Tu ne peux pas me dire écris puis tu vas me publier.
Ben, il dit, ça m'intéresse beaucoup. Fait que là, j'ai fait, voilà une excellente idée, je vais écrire une pièce et un livre. C'est magnifique. Ouais, Magnifique. voilà, je me suis lancé dans ce délire, puis j'en ressors pas, je suis toujours dans cette réflexion, ça continue. Ouais. Ben oui, puis peut-être avant de pousser un peu plus loin sur Jules, sur toute cette aventure-là, parce que ça t'a mené loin, tu y es encore, peut-être nous parler de ton dernier bébé, Ouais. donc de ton ouvrage Frétillant et agile. Donc, et ça, ça s'inscrit comment? Et on va revenir à mon oncle Jules après. Bien, ça, c'est drôle parce qu'en fait, c'est toujours. C'est drôle, le hasard me frappe beaucoup, puis j'ai décidé d'écouter le hasard. J'ai décidé de suivre ce qu'on me proposait. Et un ami à moi qui est conteur, il dit Jocelyn, tu es un conteur. Toi, j'ai dit bah, un peu quand même, mais c'est pas ma voie, mais j'aimerais beaucoup aller vers ça. Fait qu'il dit ben, à Saint-Charles-sur-Richelieu, donc pas très loin de Montréal. J'aimerais ça faire un parcours de contes et j'aimerais ça que toi, tu sois sur le bord des rivières. Ça va être des balados. Donc, tu vas enregistrer ton histoire. Tu peux-tu inventer une histoire? Parfait. Je vais m'inspirer du lieu. J'ai écrit cette histoire-là qui avait plus une forme verbale à l'époque, qui était plus à l'oral. Et je vais l'enregistrer. Puis après ça, Anne Norac fait une nouvelle collection, me demande d'être porte-parole en juin, Joli Autochtone. Puis il me dit As-tu une histoire? Puis là, sur le coup, je dis j'ai pas le temps d'écrire. J'étais dans mon oncle Jules, j'étais dans toutes sortes d'affaires. Puis là, je dis ouais, j'ai quelque chose. Et là, je l'ai adapté. Puis c'est drôle parce que je venais d'arriver, moi, dans Onsic. Là, j'ai mon chien qui me demande de l'attention. C'est live, hein? Mon chien me demande de l'attention. Hein? C'est la joie du direct. Eh oui, la joie du direct. Puis elle aime ça quand je jase avec du monde. Comme ça, elle vient me déranger. Hein, petit loup? Donc, je vais essayer de ne pas y faire attention. Alors, donc, j'ai commencé à écrire cette histoire-là. Puis là, bien sûr, je me suis amusé avec ce que je fais dans Frétillant et Agile, c'est que je retourne un peu vers ma fantaisie. Donc, je quitte l'histoire, mais pas tout à fait. Je me sers de l'histoire. Toscane, non. Non, c'est assez. Donc, je me sers de l'histoire pour raconter une histoire. Je me sers de cet événement qui s'est passé en 1650 où plusieurs Wendat ont dû quitter les Grands Lacs à cause de la guerre et la maladie, doivent quitter puis ils s'en vont vers la région de Québec. Et je me sers de cette histoire-là. Puis là, j'imagine ce qui n'a pas été écrit, hein, parce que tout n'est pas raconté. On sait qu'ils sont partis. Oh, t'es intense ce soir, petit chien. Donc, on sait qu'est-ce que. On sait d'où ils sont partis, on sait à peu près quand ils sont arrivés, mais l'histoire de la fuite ou de cette n'existe pas vraiment. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'imaginer quelque chose, d'imaginer les personnages, puis de créer ça. Puis je suis parti d'un personnage parce que j'habite dans Onsic et Onsic, c'est Oetsik. Et c'est ce personnage-là, mais pas le premier. Parce qu'il y en a un qui s'est noyé dans la rivière ici, dans la rivière des Prairies à Montréal, Oetsik, et c'est lui qui aurait donné son nom à la ville. Puis là, je me suis posé la question, pourquoi on donne le nom à une ville avec le nom d'un noyé? Parce qu'habituellement, ce sont les héros, les fondateurs qui donnent leur nom. Là, on l'appelait Oetsik, on l'a appelé Onsic, puis on sait que le gars s'est noyé, mais on ne sait pas plus que ça. Et là, je suis parti de ça. Je me suis dit, moi, je vais raconter l'histoire du deuxième du nom, comme 100 ans plus tard, ou 25 ans plus tard. Non, ça se passe 25 ans plus tard. Fait que c'est un jeune qui même puis meurt. Fait que je parle de cette histoire-là. Puis c'est un personnage qui me ressemble un peu. Il a les pieds croches, il ne marche pas bien dans le bois. C'est un peu un paquet de troubles, si on veut. Puis fait que je me suis amusé avec cette histoire-là. Mais pour me rendre compte que finalement, je suis en train d'un petit peu de développer une espèce de petite mythologie de personnage que j'aimerais pousser davantage. Ouais. Puis, pardon, à la fois le personnage fort de Frétillant et Agile et mon oncle Jules, c'était quand même, mon oncle Jules, il a existé pour vrai. Dans l'autre histoire, tu t'es quand même inspiré de faits historiques, je veux dire, qui sont quand même documentés jusqu'à un certain point, comme tu le disais. Est-ce que ce cheminement-là de te réapproprier l'histoire Wendat, à travers ça, bien évidemment, l'histoire, elle n'est jamais unique. Elle vient avec une vision du monde, elle vient avec une culture, elle vient avec une façon de réfléchir tout ce qui nous entoure, des valeurs aussi particulières. Est-ce que ça fait partie d'un espèce de cheminement
pour toi identitaire. Tu sais, je le disais tout à l'heure que tu n'as pas vécu dans la communauté. Est-ce que pour toi, c'est une espèce de cheminement qui te permet de te raccrocher avec tes ancêtres et cette histoire-là que tu as peut-être moins connue ou pas? Je ne sais Oui, pas. ben, Peut-être que tout tu à l'as fait. très bien connue aussi. Non, mais non, en fait, pas du tout, parce que mon grand-père il était complètement coupé. Lui avait vécu sur les 40 arpents, qui est une réserve qui a été vendue et par les Wendat et par le gouvernement. Les Sioux étaient en colère beaucoup avec les Wendat à l'époque, puis encore aujourd'hui, il y en a qui ont encore une crotte sur le cœur. Puis, donc, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de Sioux qui n'ont pas vécu sur la réserve. Mon grand-père est parti vivre à New York jusqu'en 1937. Puis il est allé s'installer à Montréal, au coin de Sainte-Thérèse, puis à Montréal par la suite, sur la rue Saint-Urbain. Mon père est né là, puis il ne parlait pas du tout de la culture, en fait. Mon grand-père, je pense qu'il fuyait le racisme ordinaire. Mm-hmm. Il n'était plus considéré comme un Autochtone, on disait un Indien. Hein? Il n'était pas considéré parce que selon la loi sur les Indiens, quand tu quittais une réserve, ben, tu n'étais plus autochtone, tu étais émancipé de facto, ou à peu près. Fait que lui, il revenait de New York, puis il est allé vivre à Montréal. Probablement qu'un Sioux, quand tu habites avec des Grecs puis des Juifs, tu passes un petit peu inaperçu. Ton nom n'a pas la même consonance que, par exemple, à Québec. Donc, mon grand-père a fondé une famille, puis mon père, il me dit tout le temps, tu sais plus de choses que moi, je ne sais rien. Moi, j'ai constaté que j'étais autochtone la première fois à la crise d'Oka en 1990, durant ce conflit. J'ai réalisé parce que je subissais du racisme à l'école. Je me faisais dire toutes sortes de bêtises par les amis. Les amis à l'époque qui sont devenus un petit peu mes ennemis. Puis là, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être que je m'intéresse un peu, mais pas plus que ça. Puis oui, c'est une quête identitaire. Tout à fait, la question, elle est très bonne parce que au tournant de la quarantaine, on se pose des questions. C'est drôle, on commence à regarder un petit peu plus en arrière. Je ne faisais pas ça avant. Puis je me suis mis à regarder en arrière. J'ai posé des questions à mes parents. J'ai commencé à regarder. Tu sais, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Tu commences à comprendre. Tu es comme détaché de certains trucs, puis tu commences à te poser des questions. Puis c'est là que les questions commençaient à venir sur les traces aussi. Puis je suis tombé malade aussi. Un événement majeur, c'est que mes reins sont tombés malades en 2017, à peu près au même moment où je commence la recherche sur Jules Sioux. Et donc, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur moi. Mes reins sont malades. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ben, tu penses à tes propres traces. Puis là, tout ça vient se nourrir de lui-même. Parce que tu regardes en arrière, là, tu penses à Jules, que ses traces ont été effacées par le temps, l'histoire autochtone qui n'est pas racontée, les traces qu'on efface, mes propres traces, qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Puis tout ça se questionne ensemble. Fait que oui, c'est un retour pour moi, puis je trouve ça beau parce que, en fait, j'apprends tous les jours. Puis quand je suis assis avec des gens qui en connaissent plus, comme par exemple Louis-Carl Picard Sioui, bien, à chaque fois, j'apprends des affaires, puis j'ouvre les livres, puis j'apprends, puis je continue, puis je me questionne. Puis j'ai je pense, cette capacité-là de mettre les morceaux de puzzle ensemble. Là où les gens, des fois, n'ont pas regardé, je fais, ben oui, mais ça, c'est arrivé à cause de ça, à cause de ça. Pour moi, parce que je suis un gars de théâtre, j'écris des histoires, fait que la structure est claire pour moi. Fait que quand je regarde l'histoire, je la regarde un peu comme une structure. Je vois les choses se mettre ensemble, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'essaie de ne pas diaboliser non plus qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça s'est passé, on peut diaboliser si on veut, on peut regarder en arrière puis maudire, puis être fâché, mais ça ne fait pas avancer les choses, en fait. Oui, tu as tout à fait raison. Et cette façon-là que tu as de raconter, de placer les morceaux ensemble, honnêtement, pour l'ethnologue que je suis, puis pour plein d'autres autochtones et non autochtones, ça fait en sorte que tu places une histoire et que tu es capable de la raconter et qu'on entre dans l'univers. On entre dans ton univers personnel à travers le livre Mon oncle Jules. On entre dans l'univers de Jules, justement, Jules Sioui, qui est ton grand-oncle. Jules était, pour les gens, c'est quelqu'un qu'on savait qui avait existé. J'ai envie que tu le racontes dans tes mots, mais juste pour expliquer, dans la communauté, mais c'était un être un peu controversé quand même. Et tu es venu, tu sais, comme à travers ton récit personnel, tes émotions, ta façon de placer toute cette histoire-là, tu es venu comme lui redonner, je pense, la place qu'il mérite parce qu'il a quand même fait avancer beaucoup de choses. Il s'est battu à différents niveaux. J'ai envie que tu nous en parles un peu pour les gens qui n'ont pas nécessairement lu le livre, Ouais. pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Donc, qui était-il, Jules?
Alors, pour vous mettre d'eau à la bouche, j'ai de l'eau justement ici. Donc, Jules, en fait, c'est un grand activiste. C'est probablement un des plus grands activistes autochtones du 20e siècle. Il est allé très, très loin dans son combat. Mon oncle, donc, vivait pas sur la réserve, un peu comme il est parti à New York lui aussi, il est resté moins longtemps, et il vivait à l'extérieur de la réserve au début des années 30. Puis à un moment donné, parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il vient de faire faillite, il intègre la réserve de Lorette. Et là, cette histoire des 40 arpents va ressurgir parce que là, les enfants de ceux qui ont tout perdu, donc Elzéar Junior, le fils de mon arrière-grand-père, mon oncle Elzéar, donc tous ces gens-là, ils parlent un petit peu de cette affaire-là, puis mon oncle commence à comprendre qu'il aime ça peut-être un peu la politique, qu'il aime ça passer à l'action. Et il va découvrir une verve. Et il était très bon à l'école à l'époque, donc il sait écrire, il est habile avec les mots. Et même, il va même prendre des cours d'avocat, des cours de loi par correspondance, en fait, Jules. Et donc, à un moment donné, arrive la Deuxième Guerre mondiale, et là, les Autochtones, puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on célébrait la journée des Autochtones, là, la journée du souvenir pour les Vétérans. Autochtones, Oui. les vétérans autochtones. Mais à la Deuxième Guerre mondiale, les Autochtones n'ont pas le droit de vote, puis il y a un plébiscite, donc un référendum pour savoir si on envoie les hommes se battre outre-mer, puis les Autochtones n'ont pas le droit de vote. Il y a beaucoup d'Autochtones qui allaient se battre d'emblée. D'ailleurs, ce que je dis là, il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a même des Autochtones qui n'y croient pas parce que des fois, eux-mêmes ont perdu contact avec l'histoire. Mais l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens à travers le pays qui se sont levés et qui ont dit « Wow, on n'a pas le droit de vote. On n'a pas à aller se battre. » Et un de ceux qui a crié le plus fort à l'époque, c'est Jules Sioui. Et il va faire ce que Kondiaronk a fait en 1701. Il va rassembler des chefs à Ottawa. Il y avait eu un autre essai comme ça dans les années 20 de League of Nations, là. Eux autres, ils ont essayé, mais le gouvernement a passé des lois pour étouffer les mouvements autochtones. Mais les années 40, c'est autre chose. Et les Autochtones, donc à la loi sur les Indiens qui étouffe toujours un peu plus les Autochtones. Là, on est dans la prise des possessions territoriaux un petit peu partout des ce qui est au nord de Montréal, donc l'Abitibi, puis en Ontario, le nord de l'Ontario. Les Autochtones perdent leur droit de chasse, perdent leur droit de pêche, perdent leur territoire, leurs droits, se font enlever des enfants qui vont à l'école. Donc là, ils commencent à avoir de plus en plus de colère qui culmine durant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement est aux prises aussi avec l'idée d'envoyer des gens se battre. Puis là, ils se servent des Autochtones un peu comme de la chair à canon parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de se prononcer. Puis ça, pour mon oncle, c'est comme l'allumette qui allume le feu. Et là, ils fondent ce mouvement-là en 1943. En 1944, donc là, la première fois, il y a 56 personnes qui viennent. En 1944, il y en a 200, à une époque où il n'y a pas d'Internet. Le voyager, c'est difficile. On parle des Autochtones qui n'ont pas d'argent, donc qui doivent s'autofinancer, emprunter de l'argent à gauche, à droite aux gens de la communauté pour venir jusqu'à Ottawa, pour venir discuter des conditions des Autochtones. La première fois, ça a un petit peu passé dans le beurre. Ils ont rencontré le département, mais la deuxième fois, pour la première fois en 77 ans, il y a un ministre qui est venu s'asseoir avec les leaders autochtones. Ce n'était pas arrivé depuis la création du pays, donc en 1867. Donc, c'était quand même assez important, sauf que l'histoire, à partir de là, c'est qu'une scission dans le mouvement. Jules ne participe pas à cette rencontre-là parce que le gouvernement ne veut pas jaser avec, parce que c'est lui le fauteur de troubles en chef. C'est l'activiste. Mais c'est plus le gars de Greenpeace, c'est le gars qui va sauter dans un Zodiac. Donc, il tasse, mais là, mon oncle va fonder un gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Et ils vont inventer une petite carte d'identité, puis c'est drôle parce que le gouvernement, par la suite, va faire lui-même une carte d'identité pour les Autochtones. Mais à l'époque, cette carte-là qui redonne le droit de chasse, de pêche, donc des droits aux Autochtones, c'est illégal. Donc, il fait de la désobéissance civile, des actes de non-violence. En fait, il s'inspirait beaucoup, je crois, du combat de Gandhi dans sa tête parce qu'il était au courant. D'ailleurs, tout ce combat-là va le mener, bien sûr, en cours. Et puis, il va se retrouver en prison, puis il va faire une grève de la faim parce qu'il va perdre son premier procès, il va aller en appel. Donc, au Québec, on a un système d'appel. On peut aller en appel avec la justice. Puis, quand on est refusé, on peut se rendre aussi en Cour suprême. Quand on perd, on peut se rendre en Cour suprême. Donc,
Mon oncle gagne l'appel, puis après ça, ben, le gouvernement décide de déposer ça en Cour suprême, puis là, mon oncle, il dit non, je n'irai pas en Cour suprême. Et il commence une grève de la faim qui va durer 72 jours. Il prenait de l'eau, puis de l'eau. En fait, il mettait un peu de sucre dans son eau parce que le sucre s'empêche de faire des plaies dans l'estomac. Donc, son combat va culminer là. Puis, il y a un grand mouvement qui va suivre. Les médias vont s'intéresser à son combat. L'opinion publique change. Les automatistes au Québec, donc pour ceux qui ne savent pas, les automatistes, c'est un mouvement très, très important au Québec, formé par des artistes qui revendiquaient une indépendance nationale pour les Québécois, qui est devenu très, très, très fort après ça, dans les années 60, 70 et 80. Mais à l'époque, les Québécois, donc, étaient un peu ostracisés aussi, puis ils militaient. Puis là, ben, eux ont pris le parti d'un Jules Sioui en disant si nous, on peut revendiquer notre indépendance nationale, eux ont encore plus le droit, les Autochtones, de le faire. On est vraiment en avance sur l'époque actuelle. On est à peu près 75 ans avant, 80 ans avant ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ce que mon oncle veut, un pays, bien, aujourd'hui, on a eu la loi C-15 au Canada, puis on a des trucs au niveau de l'autodétermination qui commencent à se passer, mais ça a pris presque 80 ans, en fait, 75 ans. Mm-hmm. Fait que Jules, après ce combat-là, ben, il devient un peu l'ombre de lui-même parce que ça l'a beaucoup affaibli. Il perd ses facultés. Et puis, tranquillement, il va sombrer dans l'oubli au niveau politique, je dirais. Puis pour toutes sortes de raisons là, qu'on peut parler, mais je ne veux pas devancer tes questions, si tu veux. Bien, ma prochaine question, c'est un peu de savoir comment a réagi ta famille quand tu leur as dit « Moi, j'ai envie de parler de mon oncle Jules ». Comment aussi a réagi la communauté suite à la publication de ton livre? Donc, j'ai un peu une question à deux volets. C'est une question que j'adore parce que, en fait, mes parents, tout de suite, hein, aucun problème, ils ont vu qu'il y avait un sujet, puis ils m'ont toujours suivi dans tout ce que je fais. Même dans les moments les plus difficiles, même à travers des fois dans l'écriture, qu'il y a eu des moments très difficiles dans les découvertes que je faisais. La réception du livre s'est faite un peu tranquillement, je dirais, avec la communauté. Sauf que je recevais des messages tranquillement de gens qui l'ont côtoyé, des gens qui l'ont connu. Beaucoup de beaux mots, en fait. Puis ceux qui ne parlaient pas, c'est souvent les Sioui. Parce que je révèle des choses. Je révèle des choses dans le livre que les gens auraient préféré taire. Mais je pense que ce qui a fait qu'on l'a enterré, c'est ces choses-là. Jules Sioui, je vais le dire là, tant qu'à en parler, Jules Sioui a été accusé de grossière indécence. En fait, à l'époque, c'est ce qu'on disait, mais Jules Sioui avait touché à des garçons. Il faisait barbier, puis il était... c'est ça. En échange d'argent, puis tout ça, il faisait des gestes inacceptables avec les garçons, puis ça s'est rendu en cours, puis il a perdu. Il a été acquitté d'un premier procès, ça s'est rendu à un appel et il a perdu. Et quand je découvre ça, j'ai une patate chaude dans les mains. Mais mon but dans le livre, c'est de raconter l'histoire qui n'a pas été racontée le plus honnêtement possible. Si je parle de l'histoire du Canada avec l'histoire de Johnny MacDonald, qui, pour faire passer un train, fait tuer des bisons pour affamer des peuples qui vivent dans les plaines, mais il faut aussi que je raconte les parties sombres de ma propre histoire, de l'histoire familiale. On n'a pas le choix de passer par là, au risque que les gens, après ça, disent « ben, on n'en parle plus ». Mais mon but, ce n'était pas de faire une statue. De toute façon, les statues finissent toutes à être déboulonnées parce qu'on découvre tellement d'affaires. Tu sais, on le sait, on le voit actuellement à quel point les gens qui ont des artistes qui ont fait plein d'affaires, on découvre des choses sales. Fait que moi, j'ai dit, je vais le dire, ce qui arrive. La première chose qui m'a intéressé, en fait, c'est d'aller voir mon père qui m'avait donné la caisse. À ce moment-là, j'ai dit, j'ai découvert que mon oncle Jules, cette histoire de pédophilie-là, c'est vrai. Il y a une preuve, il a perdu. C'est un récidiviste, il a été accusé en 1937 pour une offense semblable. On peut pas faire comme ça n'existe pas. Mais je voulais quand même, s'il m'avait dit non, s'il n'avait pas été d'accord, je pense que je n'aurais pas été capable de continuer l'écriture. Je pense que j'aurais annulé le projet ou repris beaucoup plus tard. C'était trop important. Mais le reste, c'était pas... les gens que je ne connais pas, qui portent le même nom que moi, c'était pas tant important parce que je pense que
Les gens se sont fait un mythe avec un personnage. Puis c'est facile de raconter son histoire puis de dire un peu ce qu'on veut. Ça reste un mythe. On me racontait des histoires de bâtons magiques puis de toutes sortes d'affaires quand que je peux chercher des... On me racontait des mythes, en fait, à propos de mon oncle. Fait que c'est pas ce que je voulais entendre. Moi, c'est raconter des faits. Puis, donc, je sais qu'il y a des gens qui ont été brusqués, d'autres qui ont salué le geste de courage dans la communauté. Alors, je me dis, ben, mon but, c'était pas de faire l'unanimité non plus. Hein. Quand on crée une œuvre, tu sais, Isabelle, tu écris, tu sais que ton livre que tu as écrit va plaire, puis d'autres vont pas, ça va pas plaire à certaines personnes. On peut pas faire autrement. Mais je pense que j'ai voulu être le plus honnête possible dans cette histoire-là. Fait un jour, peut-être que ces gens-là qui m'en veulent, ben, vont peut-être arrêter de m'en vouloir. Mais c'est pas des amis, puis c'est pas des gens sur qui je compte dans la vie. J'aime mieux pas être en colère avec mon père, ça, c'est correct. Une belle Puis en accord relation avec toi-même avec aussi, c'est moi-même. ça. Exactement. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était très courageux. Ça demande beaucoup d'intégrité aussi pour être capable de faire ça parce que un des défis qu'on a quand on vient d'une petite communauté, même si on n'a pas grandi dans la communauté, tu le disais, Jocelyn, on se connaît tous ou à peu près, ou en tout cas, on connaît plusieurs personnes, on porte le même nom. Puis des fois, on veut raconter nos réalités, mais nos réalités, c'est aussi celles de nos voisins, de nos oncles, de nos tantes, de nos parents. Et ces gens-là ne sont pas nécessairement. Il y a beaucoup de réalités qui sont difficiles, qui sont lourdes dans les communautés, et les gens ne sont pas nécessairement rendus au même endroit que nous à raconter ces choses-là. Des fois, ils n'ont pas le détachement C'est qu'il vrai. faut. Mais je pense que le fait de l'avoir fait, peut-être que sur le coup, en tout cas, ça peut être perçu de façon, ça peut être difficile pour certaines personnes, mais ça va peut-être les amener à cheminer. En tout cas, c'est un peu ce que je vois par rapport à ça. Et on saura en Je pense reparler que oui. dans quelques années. J'aimerais ça, je ne sais pas si tu as le livre près de toi, si tu voulais lire un petit passage peut-être, bon, de mon oncle Jules pour que les gens puissent entendre tes mots. Pourquoi pas? Je vais mettre cet accessoire important de lecture D'accord. qui existe depuis le mois de janvier. Hein. Avant ça, je ne portais pas de lunettes, mais que voulez-vous? Alors, je vais vous lire un bout du début, puis après ça, je vais vous lire un autre petit bout. Il existe dans chaque famille des histoires qui laissent des traces pour des générations. Des micromythes qui ne sortent pas de la microcellule familiale qu'on entretient un peu comme le feu d'un poêle, la combustion lente, une bûche de temps en temps. Je suis sûr qu'on pourrait passer la soirée à se raconter votre mythologie. Souvent, ces histoires-là sont des petits récits extraordinaires, mais qui ne dépassent pas le seuil de vos soupers de famille. Les sortir de leur contexte, ce ne serait pas approprié, puis peut-être même pas intéressant. Pas que je ne veux pas vous entendre, ce n'est pas ça que je dis, mais certaines histoires sont beaucoup plus profondes qu'elles en paraissent. Peut-être que ce qu'on vous raconte depuis toujours est la pointe de l'iceberg. Et quand cette histoire-là vous est racontée par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, flashback novembre 2016. Je suis assis dans mon salon en train de lire La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Je ne ferai pas une critique de son livre que j'ai trouvé excellent, lisez-le. À la page 175, s'amorce un court chapitre de 2 pages qui raconte qu'en 1949, la grand-mère d'Anaïs, je l'appelle par son petit nom parce que depuis que j'ai lu son livre, je me sens proche d'elle, avait participé à une manifestation pour appuyer le combat d'un Huron. Cet homme-là est enfermé pour sédition, c'est-à-dire d'avoir tenté de soulever les Indiens du pays contre la couronne britannique. En opposition au jugement de la Cour, le prisonnier avait commencé une grève de la faim pour défendre ses droits et ceux des Autochtones. D'abord étendu sur le divan pour lire mon livre, je me redresse. L'homme en question, il trouve qu'en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est mon grand-oncle. Je lis le chapitre jusqu'au bout. 2 pages. Je le relis fièrement. Je connaissais Jules. Son histoire de grève de la faim avait fait le tour de mon monde depuis l'âge de 10 ans. C'était un mythe, mon oncle Jules. On nous racontait ses 12 travaux quand j'étais petit. Ce qui me rendait fier, c'était d'apprendre que les automatistes, ceux qui avaient rédigé le refus global à la même époque, soutenaient son combat, manifestaient même pour lui. J'étais lié à l'histoire, celle qu'on apprend à l'école. Ce qui me rendait encore plus fier, c'était de retrouver un petit peu de cette histoire-là dans un livre formidable. Puis, une fois l'excitation retombée, comme ça m'arrive de temps en temps, je me suis mis à réfléchir. 2 pages. Est-ce que c'est tout ce qui reste de l'histoire de mon oncle Jules?
On a tout fait pour faire passer mon oncle Jules pour un imposteur, un faux huron, un menteur, un visage pâle qui ne parle pas sa langue, disparu depuis quoi, était disparu pendant 75 ans, à peu près avant sa naissance. On la parlait presque plus ou pas du tout. Moi-même, j'ai tout pour me sentir imposteur, sauf le nom. Je suis pâle, barbu, j'ai les yeux clairs. Je ne vis pas sur une réserve. Je ne connais rien des rites, des rituels, la spiritualité. Je suis un Indien urbain, celui qui se fond dans la masse. On m'a souvent dit « Tu n'es pas plus Indien que moi ici, oui. » Mon nom. Mon nom est la seule trace qui reste avec la cuillère à soupe de sang Wendat qui coule dans mes veines. Sans mon nom, on pourrait crier à l'imposture. Je suis la preuve historique d'une disparition de masse, d'un génocide. Je suis une marque laissée par l'histoire. J'ai le visage de ce qui s'est passé dans le passé, le métissage répété, forcé par la vie dans une urgence de ne pas disparaître pour de bon. Je porte tout ça en moi. Mon ADN est un site archéologique. Voilà. Que c'est beau. Merci, merci. Merci, c'est Isabelle. vraiment beau. Tes mots, ils sont vraiment touchants. Ils me rejoignent beaucoup. Merci de prendre la parole. Ça demande, comme je disais tout à l'heure, pas mal plus de courage qu'on peut penser. Il est déjà presque 7h moins quart, heure du Québec. J'ai envie de vous donner la parole donc aux gens qui sont présents. Peut-être juste avant, j'aurais une courte question. Je veux savoir où est-ce que tu t'en vas? Ça va être quoi ton prochain récit littéraire? Écoute, j'ai plein de projets. Là, en ce moment, je travaille avec un festival à Montréal qui s'appelle le Jamais lu. Naka Bertrand, qui est une artiste pluridisciplinaire, organise un projet qui s'appelle Tio Tiagé. Et donc, je vais parler, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au Mont-Royal. Donc là, c'est un projet qui est lié à la scène, lié au conte. Je pense que je m'en vais vers le balado. Je veux m'inscrire beaucoup dans l'histoire de Montréal. Je veux réécrire cette histoire qui commence souvent avec l'arrivée de Jacques Cartier. Et je veux la réécrire. Je veux qu'on prenne le temps de questionner Oetic, c'était qui? Parce que, entre autres, Louis-Carl Picard-Sioui m'a dit « Jocelyn, Frétien et Agile, où est-ce que tu as pris ça? » Que ça voulait dire, Oetic, ça voulait dire Frétien et Agile. Ben, j'ai dit, j'ai regardé là, le site de la ville, puis tout ça, là, les références. Oui, mais c'est quoi la source? Ben, la source, c'est le gars qui l'a écrit peut-être au début du 20e siècle. Et là, je réalise qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Puis là, il me dit, parce que la finalité du mot éthique, ça voudrait dire le corps vieillissant selon ce qu'on sait de la langue. Fait que je dis, ben, je me suis trompé. Là, il dit oui. J'ai dit, ben, j'adore ça, je vais écrire une autre histoire. Je vais le faire évoluer, ce personnage. Comme moi-même, j'évolue, en fait, puis notre société évolue. Il faut faire changer les choses. Fait que je me dis, ben, ça fait partie de ça. Fait que je suis là-dedans, puis je suis toujours en contact avec l'éditeur. Je dis un petit peu qu'est-ce que je fais. Fait que ce que j'aime faire, c'est écrire un truc, puis éventuellement, je pense beaucoup à la scène en premier, puis j'aime ça. Mais il y a d'autres idées que j'ai en tête. J'aimerais beaucoup parler des 40 arpents. J'aimerais parler de mon grand-père à Montréal. Je suis en train de faire une étude sur comment raconter une histoire qui se répond sur plusieurs époques sans perdre le fil de l'histoire. Fait que ça, c'est une question. Donc, parce que... C'est pas les sujets qui manquent, hein? Non. Puis, en fait, on a cette question de l'Autochtone en ville à Montréal dans les années 40. C'est super intéressant. Mon père, ma mère à Montréal dans les années 60, c'est intéressant. Il faut sortir aussi de la mythologie puis sortir du folklore. Il faut rentrer au 21e siècle. Il faut parler encore du 20e siècle, mais il faut vraiment faire évoluer. Puis moi, comme je viens d'un milieu où, justement, je m'intéressais d'abord à autre chose, bien, je me dis, bien, c'est intéressant de pouvoir mêler tout ça ensemble. Fait que c'est ça les projets.
c'est clair puis pas clair en même temps. Je comprends vraiment parce que nous aussi, on est en train d'apprendre. Toi, moi, quand même si on a fait un bout de chemin, on apprend, on découvre à chaque jour. On est en train de se réapproprier nos savoirs, nos cultures, notre histoire, notre langue. Alors, c'est normal qu'on évolue, puis c'est bien qu'on ait nos voix, je pense, depuis quelques années. On nous écoute, on nous entend. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien. J'ai envie de savoir si vous nous entendez, justement, les gens qui sont là. Peut-être que vous auriez des questions. Je vais laisser Alexandra donc animer cette partie. Puis, si on ne se reparle pas, Jocelyn, je veux te remercier de ta grande générosité, puis continue vraiment. Je pense que ta voix, elle est importante. Merci. Puis on se revoit bientôt, nous autres. Là, on se voit au Salon du Livre des Premières Nations. Absolument. Avec plaisir. Oui, merci beaucoup pour cette belle échange passionnant, Isabelle. Merci pour vos questions. Moi, écoutez, j'observais les réactions de nos auditrices, auditeurs qui sont de partout des Amériques comme du monde entier. Donc, mais premièrement, je tiens à saluer le gens du Honduras, des États-Unis, des différents États, Alabama, Chicago, Québec. Je salue nos passionnés de la bibliothèque et je voulais lire un commentaire, Monsieur Sioui, pour vous. Donc, bonsoir de Mexico. Admirative de Jocelyn Sioui, de mon oncle Jules, qui fait découvrir une histoire qui m'était méconnue. Merci de cette belle, merveilleuse maison d'édition Anenora qui réunit de superbes auteurs tels que Jocelyn Sioui, Louis-Carl Picard-Sioui. Mille merci à la Bibliothèque des Amériques. Jocelyn, peut-être une question qui est arrivée à la dernière minute. Donc, la question vient de Madame Maria Montero. Gracias, merci. Ma question sera la suivante. Si vous croyez à la véritable fraternité ou vous croyez plutôt que c'est une utopie? La vraie fraternité? Oui. Oh, votre question? Je crois profondément à l'humanité et à la fraternité. Je pense, on vit dans une époque tellement... Puissiez vous vivre dans une époque intéressante qui disent, cette époque est intéressante parce qu'on a l'impression que tout nous divise. Hein, on a l'impression que les réseaux sociaux particulièrement nous divisent. On le voit avec les États-Unis ce soir, ceux qui sont aux États-Unis, je vous salue, hein, l'élection de mi-mandat. On vous suit, inquiétez-vous pas, on regarde ce qui se passe, ça nous intéresse. Et en fait, je pense que quand on parle avec les gens, moi, ce que je fais du théâtre, je fais des rencontres, je fais des conférences, puis je vais jaser avec les gens. Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent, qui nous désunissent dans la vie. Donc, je crois à la fraternité. Quand au Canada, il n'y a pas si longtemps, on a découvert des corps d'enfants à côté de pensionnats, dans des pierres non marquées, des tombeaux non marqués. Le vent d'amour qui a soufflé sur le Québec. J'en suis encore ému. Je pense que les gens ne veulent pas abandonner les autres. Je pense que nos écrans nous éloignent. Mais je pense que les gens ne veulent pas. Quand je les rencontre, quand je vois les gens, je sens ce désir d'aller vers l'autre. Je sens cette chose qui est magnifique. Fait qu'il ne faut pas croire qu'est-ce qu'on voit. Il ne faut pas croire la division. Il ne faut pas croire la division qu'on ressent quand on ouvre parce que plein de gens pensent comme nous, d'autres qui ne pensent pas comme nous, puis qui ne s'expriment pas comme dans la vraie vie. Parce que ces gens-là ont des enfants, puis ils ne veulent pas se faire arracher non plus. Personne ne souhaite de la douleur à personne, sauf Dieu qui la douleur, mais il repasse rare les personnes qui souhaitent véritablement de la douleur à leur prochain. Donc, je pense que la fraternité, oui, la fraternité existe. La fraternité existe pour vrai. Pour vrai, il faut juste se le dire en pleine face, mais ça existe. Je suis convaincu. Merci de votre question. Ça vient me brasser. Merci beaucoup.
Merci. La question suivante concerne votre dernier texte, donc Frétillon et Agile. Oui. Nous avons Julie-Claude Carrier qui voudrait savoir si ce texte s'il est disponible en version audio. Non, mais en fait, c'est un projet que j'ai. Je travaille sur différents projets, puis j'aimerais beaucoup rendre mes textes disponibles en version audio. Mon oncle Jules et Frétillon et Agile. Il y avait une version qui existait justement qui était avec le compteur, mais la version elle a évolué depuis ce temps-là quand j'ai réécrit le texte. Donc là, je travaille sur l'adaptation à la scène qui sera faite d'ici juin prochain. Donc, je vais raconter le conte en direct. Là, je le dis, il y a beaucoup de monde qui écoute. Mon spectacle, mes choses sont disponibles pour le monde entier. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Ça me fait plaisir de venir rencontrer des conférences, tout ça. Je ne dis pas ça juste pour voyager, mais comme je dis, j'aime parler puis j'aime rencontrer des gens. Puis de Montréal à Mexico, de partout sur la planète, je pense qu'on vit des réalités semblables. On est beaucoup plus semblables qu'on pense souvent. Puis c'est important de le sentir. Tu sais. On est des humains et on vit toute la même réalité. Exactement. Merci beaucoup. Je continue parce que les questions oui. entrent. Donc, Jocelyn, de quelle façon les arts, que ce soit la littérature, le cinéma, la peinture, crée-t-il de pont entre les gens et entre les cultures? Voilà encore une autre belle question. Pouvez-vous la répéter, juste la finale? Oui. Comment les arts? Comment les arts, donc la littérature, le cinéma et la peinture, comment les arts créent de ponts entre le genre, entre les cultures? Bien, de prime abord, si je prends mon expérience personnelle, là, parce que je ne peux pas répondre pour les autres projets, mais le mien, quand je le fais dans la salle, les gens, déjà, quand ils viennent s'asseoir dans la salle puis ils viennent écouter une histoire qu'ils ne connaissent pas et qui est liée à la nation Wendat ou aux nations autochtones, à l'histoire des Autochtones, mais en fait, qui est aussi leur histoire, hein? On vit dans le même territoire, bien, il y a un pont qui se dresse. On remplit un fossé qui a été créé artificiellement par des gouvernements. Pas par les citoyens, des gouvernements. C'est des gouvernements avec des intérêts, mais pas les citoyens. Les citoyens, eux autres, viennent s'asseoir puis ils écoutent. Et déjà, quand tu fais cet effort-là, tu as déjà une idée comme citoyen de venir faire un pont. Puis moi, bien, déjà en allant vers les gens, je fais un pont. Donc, à partir du moment où une œuvre est créée puis qu'elle est diffusée, quand elle est diffusée, c'est sûr qu'elle reste chez vous, elle ne reste aucun pont, mais si elle est diffusée, si les gens prennent la peine de les diffuser, si les gens sont intéressés à diffuser cette culture, parce que pour le Québec, c'est récent. Isabelle disait tantôt, ça fait quelques années. Donc, quand elle est diffusée, bien, ça permet aux gens d'entrer en contact. Et là, on a un pont qui est dressé. Puis, une autre belle façon, en fait, c'est que de plus en plus, par exemple, ici au Québec, les langues autochtones sont enseignées, puis les gens ont accès à ces langues. Puis, comme je dis tout le temps, je trouve ça anormal de partir en Espagne puis d'apprendre l'espagnol pour aller là-bas. Mais quand je m'en vais, par exemple, je vais retourner au Nunavut en juin prochain. Et donc, je trouve ça aberrant de ne pas être capable d'échanger des formules de politesse avec des Inuits, par exemple. Puis c'est chez nous, c'est le Canada. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'aller chez les Kanien'Kaga puis d'échanger des formules de politesse. Même avec les Wendat, je commence. Je suis Wendat moi-même, mais donc, on n'apprend pas, on ne fait pas cet effort. Puis déjà, ça, c'est un pont entre les cultures. C'est un pont entre les cultures. Il n'y a pas que l'art, mais la littérature sert à ça. Adresser des ponts. Donc, à partir du moment où vous lisez un livre, je pense qu'il y a un pont qui se fait. Absolument. La littérature a cette force qui est capable de transformer. Celui qui lit, celui qui transmet. Tout à fait d'accord avec vous. Continuons donc, mais l'enseignement, vous savez, Monsieur Suy, notre auditoire, ce sont dans la plupart des cas des enseignants okay. de français dans les Amériques. Donc voilà la question, comment décoloniser rapidement le savoir dans les écoles? Comment faire pour que nos élus écoutent les Autochtones? Oh. Deux questions, à vrai dire.
Isabelle aurait des très belles réponses sur la décolonisation, peut-être plus que moi. Moi, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est. Arrêter d'enseigner que l'Amérique a été découverte en 1492. Partir du principe que l'histoire ne commence pas avec une histoire européenne. Commence toujours avec l'histoire qui s'est passée ici. Qui était là? Puis on part de ça. Raconter l'histoire selon un prisme et non pas comme au Canada on fait. C'est une médaille. Le Canada, c'est les Français et les Anglais. Tout le temps été raconté comme ça. Puis les Autochtones, c'est un peu les alliés qui viennent aider ou nuire. Ils ne font pas partie. Maintenant, on peut raconter que tous ces gens-là, quand on parle de la Grande Paix de Montréal en 1701, on réalise à quel point cet événement est fondateur dans ce pays-là, qu'on a très peu raconté à l'école. Mais on réalise qu'il y a des enjeux politiques très, très grands. On parle très peu, par exemple, à l'école de la démocratie qui existait chez les Autochtones, les vraies façons de faire. Il faut raconter qu'est-ce qui s'est passé. Puis, à un moment donné, il y a un contact. Tu sais, on dit encore que la préhistoire au Québec, c'est avant 1534. Je sais que c'est un mot, mais je le trouve aberrant. Parce que la préhistoire a arrêté il y a 5000 ans ailleurs dans sa planète, mais ici, elle commence parce que c'est l'écriture, puis on a des critères qui déterminent ça. Mais encore une fois, il faut voir les choses autrement. L'histoire, il faut la voir, faut la déconstruire. C'est un petit peu ça, décoloniser. Qu'est-ce qui fait qu'une société est plus avancée qu'une autre? Il faut arrêter de penser à ça. Il y a des gens qui vivent différemment. Puis ici, il y avait de la politique. D'ailleurs, D'ailleurs, les 5 nations, c'est ce qui a inspiré la Constitution américaine, la démocratie américaine, au départ, vient des 5 nations. Ce n'est pas rien, il faut l'enseigner, il faut montrer donc tout ça, puis montrer les différentes facettes de l'histoire. Quand on parle d'un événement, on parle de tout autour. Donc, on a un prisme. On n'a pas juste une médaille ou juste une face. On a plusieurs faces à l'histoire. Donc, c'est ça. C'est des trucs comme ça, je pense qu'on... Mais après ça, décoloniser, je pense que c'est un grand mouvement aussi collectif de conscience. C'est un grand, donc, c'est quelque chose qui se passe. Il y avait une deuxième partie. Bien, pour la politique, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que, en fait, je pense que tout part des citoyens. Par exemple, je travaille beaucoup avec les professeurs. Je suis invité souvent, puis je vois les efforts qu'ils font. Puis je pense que plus on va dire que notre façon d'enseigner l'histoire, par exemple, au Québec, c'est une forme de racisme systémique parce qu'on ne parle pas des Autochtones, on parle de Jacques Cartier encore. Donc, tant que ça, on ne l'aura pas refait, donc, il faut passer le message aux politiques, mais il faut que ça parte de la base. Je pense que c'est comme toutes les décisions politiques. Le monde font de la pression, puis c'est un gros bateau qui ne veut pas tourner, là, qui s'en va comme le Titanic, qui s'en va, lui, il va aller frapper l'iceberg. On voit avec l'environnement. Changer les choses, c'est difficile. Mais nous, les citoyens, on peut changer plus vite que le gouvernement, je pense. À un moment donné, il va changer, je me dis. Magnifique. Monsieur Jocelyn Sioui, je vous lis 2 commentaires. L'un, c'est Monsieur François Paré qui nous dit « Merci, Jocelyn Sioui, pour cette belle discussion sur l'oubli qui habite aujourd'hui l'autochtone urbain que vous êtes. Votre perspective est nécessaire. » Merci. Également, un autre commentaire de Madame Josée Poirier-Crête qui nous dit « D'accord avec toi, Jocelyn. La fraternité existe. Il faut toujours s'efforcer de trouver le commun de notre communauté. » Exact. Et une autre question de notre auditrice Cilia Domingos de Mexique qui vous pose cette question. Vous parliez des Autochtones en ville. Joséphine Bacon parlait de sa vie en ville dans le documentaire « Je m'appelle humain ». Aimeriez-vous réaliser des projets cinématographiques, films ou un documentaire? Jocelyn, ça te tente-tu? Ben oui, je viens d'en écrire un. Je viens d'écrire un documentaire avec le réalisateur Negan Sioui Trudel. Donc, c'est déposé, on ne sait pas. J'ai d'autres projets. Je m'intéresse peut-être faire un court-métrage, mais là, tu sais, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais les idées sont là. Mais oui, le cinéma m'intéresse. En fait,
quand j'étais étudiant, je faisais des films et j'avais, comme j'aime la mise en scène, j'avais un certain plaisir à faire ça. Puis je pense un certain talent. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, mais c'est toujours resté. D'ailleurs, dans mes spectacles, j'intègre beaucoup la vidéo. Mon travail est très cinématographique, ma façon d'écrire par moment aussi. C'est pour ça cette idée de raconter plusieurs histoires qui se superposent, je vois ça un petit peu comme des fondus enchaînés. Donc, je travaille comme ça, mes mises en scène sont comme ça. Donc, d'ailleurs, il y a un passage dans Mon oncle Jules qui est écrit comme ça, puis sur scène, je fais un peu comme au cinéma par moment, j'ai une caméra. Fait que c'est un langage qui m'intéresse beaucoup. Fait on va voir. On va attendre la réponse à ce cas-là. Il y a un documentaire qui est écrit sur la dépossession des 40 arpents. Et j'en profite donc, un peu comme avec Mon oncle Jules, de me servir de ça pour parler aussi des histoires de dépossession au début du 20e siècle au Canada. Donc, comment le gouvernement de Sir Wilfrid Laurier, avec son ministre de l'Intérieur, Sifton, ont procédé pour la signature des contrats, puis comment ils procédaient pour déposséder. Puis les 40 arpents, c'est un exemple de cette époque-là qui a créé beaucoup de bisbilles dans la communauté. Et cette bisbille-là est encore présente malgré les 100 ans qui sont passés depuis ce temps-là, les 120 ans qui sont passés. Magnifique. Je vous remercie pour toutes vos questions. Je vous remercie également de cet échange tellement riche avec Madame Isabelle Picard. Merci pour cette générosité qui nous permet de comprendre mieux votre œuvre, votre vision d'avenir. Je rappelle à tout le monde, à toutes les auditrices et auditeurs, que les livres de M. Jocelyn Sioui sont disponibles dans la Bibliothèque des Amériques. Également, les livres de Mme Isabelle Picard sont disponibles en plusieurs exemplaires. Je vous invite à en profiter tout simplement. Écoutez, je voudrais vous remercier pour cette rencontre tellement riche et tellement édifiante. Je tiens également à vous offrir la fabuleuse Bibliothèque des Amériques et toutes les activités du Centre de la francophonie des Amériques. La meilleure des choses, c'est de devenir membre du Centre de la francophonie. L'adhésion est gratuite. Je rappelle notre adresse francophoniedésamériques.com. Donc, je remercie encore une fois chaleureusement nos invités d'aujourd'hui. Et un petit rappel pour toute personne qui s'intéresse encore aux littératures autochtones, on continue la semaine prochaine, mardi 15 novembre à 18h. Madame Isabelle Picard va discuter avec Madame Fiorella Boucher, qui est d'origine guarani paraguayenne et française. Elles vont discuter, entre autres, sur son recueil de poésie « L'abattoir Sécheneau ». Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour vos questions, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci tout le monde, où que vous soyez. Merci. Merci. Au revoir.